Pourquoi dialectique? Parce que c'est un ouvrage qui s'intéresse bien sûr aux musiques populaires enregistrées, mais pas d'une manière uniquement descriptive, d'une manière qui essaie de comprendre comment on se rapporte à cette musique, comment on la juge, et comment ces jugements ils sont objets de débat, en fait, ils sont polémiques, ils sont contradictoires. Et du coup, je me suis intéressée à ce qu'on appelle en philosophie le négatif à l'intérieur de l'esthétique de ces musiques, c'est-à-dire tous les rapports anti-pop qu'on va trouver à l'intérieur de la pop. Et dans le livre, il y a une figure qui m'aide un petit peu à construire cet aspect de l'anti-pop, ce que j'appelle l'anti-pop. C'est Théodore Adorno, qui est un philosophe allemand du XXe siècle, qui a conçu le concept d'industrie culturelle d'une manière très polémique, parce que pour lui, il y a une contradiction entre industrie et culture, et qui a le mérite donc d'être à la fois un grand théoricien de la musique savante, notamment du modernisme au XXe siècle, qui est pour moi l'incarnation de l'anti-pop, et je l'explique dans le livre, et qui s'est en même temps intéressé aux musiques populaires. Alors on sait qu'il détestait le jazz, mais il a aussi dit des choses très, très méchantes et très hostiles à propos de musique populaire. Il y a une vidéo très connue où on le voit s'exprimer à propos de John Baez et finir par dire les musiques populaires légères, il les appelle comme ça, sont mauvaises, sans espoir en fait. Il n'y a pas de possibilité de rédemption. Die ganze Sphäre der Unterhaltungsmusik, auch wo sie irgendwie modernistisch sich aufputzt, so mit dem wahren Charakter, mit dem Amüsement, mit dem Schielen nach dem Konsum verbunden ist, dass also Versuche, dem eine veränderte Funktion zu geben, ganz äußerlich bleiben. Mais donc, moi je considère que c'est une forme de hater, hein. On connaît dans les forums internet des gens qu'on appelle des haters ou des trolls, et lui c'est un troll maximaliste, un troll hyperbolique, qui a un jugement tellement radicalement hostile concernant la pop qu'il en devient très intéressant, y compris pour un amateur de pop. Et j'en fais donc, c'est peut-être un ennemi objectif, mais c'est un allié subjectif. Et dans cette alliance subjective, on peut arriver à comprendre comment fonctionne la pop avec ses contradictions, justement. Et je pense que c'est un art qui est sans cesse confronté à ses contradictions. Et c'est ça qui fait aussi sa spécificité. Donc Dialectique de la pop, c'est un ouvrage consacré à la pop, non pas en tant purement que pop culture, mais en tant que musique pop, et même art musical pop. Alors pour moi, la pop, c'est pas simplement le mainstream ou la musique qu'on entend à la radio ou qui est très connue, ça englobe en fait différents genres de la musique populaire enregistrée. Ça peut être du folk, du blues, du metal, des musiques électroniques, des musiques country ou du reggae. Enfin, on peut citer de nombreux exemples de genres. Ce qui compte, c'est qu'il s'agisse de musiques qui sont non écrites, mais qui sont enregistrées, qui sont transmises, qui circulent via l'enregistrement, et ces enregistrements font les œuvres pop. Alors, ça suffit pas de dire ça, et c'est une chose que j'aborde dans le livre, il faut aussi s'interroger sur le sens de populaire. Et en France, on a tendance à éliminer ce concept du populaire parce qu'on estime qu'il est tabou, on estime qu'il évoque le peuple, que du coup il implique une espèce de négociation sociologique qui va être un peu problématique parce qu'on sait bien qu'il y a des gens de tous milieux sociaux qui écoutent cette musique et qu'elle est très largement partagée. Donc j'ai essayé de construire dans le livre un concept esthétique du populaire, et ce concept esthétique, c'est ce que j'appelle l'utopie de la popularité. C'est l'idée que le plébiscite rencontre l'art, c'est-à-dire qu'une musique qui va être immédiate, facile, recevable par tous, a quand même une grande valeur artistique. Et l'utopie de la popularité, elle est portée par des grandes œuvres pop, parmi lesquelles on peut citer cette œuvre qui est très connue, même si on peut dire que c'est pas forcément notre disque préféré des Beatles, mais Sgt. Pepper, c'est un peu l'idée de l'utopie de la popularité où c'est à la fois ultra populaire et à la fois dans l'histoire de l'art musical pop, ça compte comme un moment artistique essentiel. Et on retrouve ça à chaque fois qu'il y a des grands hits dans l'histoire de la pop. Par exemple, j'ai un disque de Prince, Purple Rain, que tout amateur de pop va admirer pour sa perfection en tant que hit, et en même temps reconnaître comme un modèle esthétique et comme un modèle de popularité de quelque chose qui est immédiatement puissant. Et comme l'histoire de la pop est riche et complexe,
toute l'ambiguïté, c'est que, et le livre s'appelle Dialectique de la pop pour ça, on se rapporte à cet idéal esthétique, soit d'une manière, dans une adhésion complète, soit de façon polémique. Et il y a un disque de Frank Zappa qui sort la même année, hein, qui est une espèce de parodie de cette couverture des Beatles, et qui peut être une espèce d'illustration parfaite de ce que la pop peut produire d'anti-pop, de quelque chose qui va contre cet idéal. Au cœur d'une réflexion sur les musiques populaires enregistrées, il y a forcément une réflexion sur l'enregistrement et sur qu'est-ce qu'on enregistre et qu'est-ce que ça a changé justement dans l'expérience des musiques populaires. Donc je me suis intéressée à ce changement, à cette mutation, et il m'a semblé qu'on avait affaire à des objets pop à partir du moment justement où quand les folkloristes se sont mis à enregistrer de la musique populaire, soit au fin fond des Appalaches, soit dans des prisons comme John et Alan Lomax, enfin John père et Alan Lomax fils, ils ont modifié fondamentalement le rapport qu'on avait à la collecte musicologique des musiques populaires, puisqu'ils ont cessé de considérer qu'il s'agissait simplement d'archives à l'usage des folkloristes, ou même de notes à l'usage des musiciens, comme le faisaient Bartók et Janacek en Europe de l'Est, pour adapter en fait la musique populaire à une musique savante. Non, ils ont considéré qu'en fait ces enregistrements c'était les œuvres. C'était ça qui constituait une chose qui n'était pas là simplement comme un témoignage, mais aussi comme des objets esthétiques qu'on pouvait apprécier. Et ils ont fondé, avec Folkways, ils ont développé en fait des artistes, hein, carrément. Donc là, j'ai un disque de Lead Belly qui a été découvert justement par les Lomax, qui enregistraient en prison, hein, et il est devenu une star. Lead Belly, au départ, c'est un accordéoniste, joueur de guitare 12 cordes également, et c'est vraiment le modèle d'un passage de la musique folklorique à une musique dans laquelle on va faire valoir l'interprète. Et pas seulement le fait que c'est une sarabande ou ça se dansait dans le Poitou au XIXe siècle. Et là, il me semble voilà, que c'est ce changement, tout à coup, la figure de l'interprète et l'écoute vraiment esthète de l'enregistrement, c'est ça qui va constituer le répertoire des œuvres de musique populaire enregistrée, de pop telles qu'on les connaît. Alors quand on s'intéresse à la spécificité de la pop, des musiques populaires enregistrées, on se rend compte qu'il y a une chose qui est essentielle, qui est l'incarnation. Le fait que les individus n'y apparaissent pas simplement en tant que compositeurs ou grands noms, mais à la fois de façon incarnée, en chair et en os, ils apparaissent le plus souvent, même si ça peut donner lieu à toutes sortes de variations. Et ils apparaissent aussi à la fois comme individus sexués, sociaux, déterminés par exemple même par leur ethnie, par leur religion, et ça joue un rôle qui est esthétique. C'est pas simplement quelque chose qui est de l'ordre du contexte, mais qui est constitutif dans la musique populaire enregistrée. Alors j'ai ici un disque de Nina Simon, enfin qui est plutôt une compilation. Et Nina Simon, elle est particulièrement intéressante sur ce sujet parce que elle a au départ une formation classique, elle voulait devenir une grande pianiste classique, et elle est refusée en 1950 à la Juilliard School of Music de New York, et décision qu'elle a toujours jugée comme une décision raciste, et elle va devenir une figure absolument essentielle dans le cadre des musiques populaires enregistrées. Alors bien sûr pour son talent de pianiste, c'est évident, mais aussi pour son incarnation de femme afro-américaine et cette espèce de revanche aussi sociale qui traverse toute son œuvre. Il y a ici son interprétation de Sinnerman, qui est une œuvre, voilà, une interprétation assez folle, assez puissante, où on sent investi ce personnage à la fois charnel, social et historique. Et ça, dans toute l'histoire de la pop, voilà, là j'ai un très bon disque de Funkadelic qui s'appelle Free Your Mind and Your Ass Will Follow, où justement on a une des conséquences de cette importance de l'incarnation dans la musique pop, qui est le fait que c'est une musique qui va autoriser l'expression de l'émancipation, que l'affirmation de soi
au moins de l'incarnation, conduit aussi à la possibilité de s'émanciper de souffrances sociales. Et chez Funkadelic, il y a vraiment cette idée, avec l'afrofuturisme, que par la musique, on va transcender les conditions sociales, qu'on va les modifier. Et ça passe par le corps, ça passe par une présence effective des individus dans toute leur spécificité. Et bien sûr, toute cette esthétique de l'incarnation qui est vraiment au cœur de cette musique, elle donne aussi lieu à un rapport qui peut être de l'ordre de la négativité. Là, j'ai un disque très célèbre de Iggy Pop qui s'appelle The Idiot et qui est sorti en 77, où on a l'idée que l'incarnation pop aussi peut frôler une forme d'imposture, et que c'est ça qui va être travaillé précisément parce que c'est une incarnation qui est aussi rendue peut-être fausse ou fallacieuse ou mensongère dans les représentations de l'industrie culturelle. Donc il y a aussi un travail du négatif ici sur le thème de l'incarnation.